Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre la suite de l'examen du projet de loi de finances 2018. Hier, les sénateurs examinaient les articles non rattachés, c'est-à-dire qui ne concernent pas la budgétisation pour 2018. Parmi les mesures importantes votées hier, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, qui prolonge le délai de carence des fonctionnaires de 1 à 3 jours. Parallèlement, les sénateurs ont également diminué la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires. Cette hausse devait être compensée par 2 mécanismes. Eh bien, les sénateurs ont adopté un amendement qui supprime un de ces 2 mécanismes. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre les débats en séance. À l'article 48, 2 amendements identiques. Monsieur Ouzoulias, le 642. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, l'article 48 prévoit l'introduction d'un jour de carence pour les fonctionnaires au motif de rétablir l'équité avec les salariés du secteur privé. Actuellement, comme vous le savez, dans le secteur privé, le délai de carence est de 3 jours, c'est-à-dire que le versement de l'indemnité journalière aux salariés intervient uniquement à partir du 4e jour de maladie, mais il faut préciser que 2 tiers des salariés du privé ne restent pas sans aucune rémunération pendant ces 3 jours de carence, car dans de nombreuses entreprises, la convention collective prévoit que c'est l'entreprise qui prendra à sa charge une partie ou la totalité de cette période de carence. Je vous rappelle qu'en 2012, le gouvernement de M. Sarkozy avait mis en place ce jour de carence dans la fonction publique et qu'il a été supprimé en 2014 parce que ses résultats sur les dépenses de l'assurance maladie avaient été considérés comme négligeables. Une note récente de l'INSEE confirme ce fait et montre qu'en 2012 et 2014, le jour de carence n'a pas significativement modifié la proportion d'agents de la fonction publique de l'État absents pour raison de santé. Cette mesure s'est donc avérée contre-productive puisque si les absences pour raison de santé de 2 jours ont diminué, les absences d'1 semaine à 3 mois ont augmenté durant la même période. Enfin, l'INSEE précise que les absences courtes ont davantage baissé chez les femmes, les jeunes et les employés travaillant peu de jours par semaine et par conséquent qui ont pu prendre sur leurs jours chômés pour se soigner. En conclusion, le rétablissement d'un système inefficace et injuste est un mauvais coup supplémentaire qui s'abat sur la tête des fonctionnaires, qui décidément sont bien sacrifiés par la politique du gouvernement. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons la suppression de l'article 48. Merci. Merci. Le 669, Madame Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Écoutez, ça a été très bien dit par mon collègue Ouzoulias sur le souhait de ne pas supprimer la mesure. Et parce que ça a été dit d'ailleurs par, je crois, le président Macron lorsqu'il était ministre, ici même en 2015, en réponse à Monsieur Carucci, que c'était, et oui, j'ai relu les débats, que c'était injuste, qu'il était faux de dire que c'était injuste que les fonctionnaires et cette mesure, étant donné que dans le privé, nombre de conventions collectives permettaient de prendre en compte ces jours dans le traitement. Donc, écoutez, je pense qu'il faut parler de la réalité des arrêts maladie, de la réalité de l'absentéisme. Ce n'est pas cette mesure qui va mettre un terme ou arranger la problématique de l'absentéisme. Il faut mettre en place des dispositifs de prévention des risques professionnels. Dans la fonction publique d'État, 39% des établissements n'ont réalisé aucune mesure de prévention au cours des 12 derniers mois. Et lorsqu'elles ont été réalisées, il s'agit le plus souvent d'actions reconduites. Dans la territoriale, près de la moitié des employeurs n'a réalisé aucune action de prévention au cours des 12 derniers mois. Manque de moyens, manque de compétences en interne, les raisons sont multiples. Donc la lutte contre l'absentéisme n'a de sens que si le lien est fait entre absence pour raison de santé, exposition à des risques professionnels ou psychosociaux. C'est une approche globale qu'il faut, ce n'est pas une approche stigmatisante comme celle-ci. Il faut parler de tous ces sujets de manière, je dirais, un petit peu... Il faut cesser ces procès sans arrêt d'intention, ces propositions démagogiques qui ne régleront pas le problème.
et qui risque de mettre encore plus en difficulté un certain nombre d'agents de la fonction publique et notamment les plus bas salaires, au risque aussi de la santé de leurs collègues. Quand on a effectivement un virus, eh bien c'est peut-être mieux qu'on reste chez soi plutôt que de le refiler à ses collègues. Rétablir le jour de carence, c'est risquer d'aggraver les inégalités sociales et salariales aussi, c'est augmenter le renoncement aux soins, c'est générer un coût retardé plus important. Voilà pourquoi je vous invite à voter en faveur de cet amendement de suppression. Si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces deux amendements identiques. La question du jour de carence, c'est une question qui est bien connue, qui a été débattue ici à de nombreuses reprises. Alors, ce que je note simplement, c'est ce que note tout le monde, en particulier si je prends l'hôpital, la fédération hospitalière. La suppression du jour de carence a été une erreur et a conduit mécaniquement à une augmentation de l'absentéisme. C'est montré de manière statistique, sans contestation. Après, on peut avoir l'appréciation qu'on veut, mais voilà. Et par égalité par le privé, vous savez que le privé, il y a 3 jours de carence. Le gouvernement rétablit 1 jour de carence. Évidemment, on ne peut qu'être défavorable à ces deux amendements. Le Sénat ayant d'ailleurs systématiquement, dans sa majorité, considéré, encore une fois, que la suppression du jour de carence avait eu des conséquences négatives pour la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Merci. Donc, avis défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. C'est le même avis sur cette disposition qui est réintroduite par le PLF. Et d'ailleurs, je note que cette question fait souvent débat. Débat y compris au sein même des différentes sensibilités politiques, puisque les amendements qui sont déposés ici ne le sont pas forcément par ailleurs et dans d'autres assemblées par les mêmes groupes. Donc, pour toutes ces raisons, et y compris en lien avec les positionnements du Collège des employeurs, l'avis est défavorable. Merci, monsieur le ministre. Donc, je mets aux voix les deux amendements identiques 642, 669 qui ont reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 544 de la Commission, monsieur le rapporteur. Vous connaissez cet amendement. Chaque année, la majorité sénatoriale l'a proposé. 3 jours de carence dans la fonction publique. Je ne m'étends pas sur les raisons. C'est simplement une mesure d'équité avec le secteur privé dans lequel la règle est 3 jours de carence. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Lors de l'examen des crédits relatifs à la mission gestion des finances publiques et de la fonction publique, j'ai dit que le gouvernement était défavorable à la proposition de passer de 1 à 3 jours et souhaitant rester à 1 jour. Donc avis défavorable. Merci. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur cet amendement 544. Je vous rappelle que c'est l'amendement de la commission, donc elle est favorable. Un avis défavorable du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 42 sur l'amendement 544, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 338, pour l'adoption 206, contre 132, le Sénat a adopté. Nous poursuivons à l'article 48 avec l'amendement 670, Madame Rossignol. Merci, Monsieur le Président. J'ai presque envie de dire que cet amendement que je présente avec mes collègues est d'autant plus justifié après le vote que vient d'émettre le Sénat en faveur d'un allongement du délai de carence. Et donc, en toute cohérence, peut-être, si on accepte la cohérence que je vais présenter, le Sénat devrait adopter cet amendement. Il vise à ce que le délai de carence, les 3 jours de carence, parce qu'il faut parler ainsi cet après-midi, ne s'applique pas aux femmes en état de grossesse médicalement constatée. Je ne vous ferai pas un long développement sur les premiers mois de grossesse et le fait que sans que ce soit une maladie ou une pathologie, néanmoins, ça peut par moments un peu fatiguer, il y a des moments difficiles, des débuts de grossesse compliqués. Pour autant, ça ne justifie pas un arrêt de maladie, mais parfois ça justifie simplement de prendre le temps d'aller chez le médecin, de vérifier. Or, il est clair que, appliqué aux femmes enceintes,
fonctionnaires un délai de carence de 1 ou de 3 jours d'un certain point de vue, c'est la même chose. Et ce n'est pas prendre en compte la spécificité de la grossesse. Alors j'ai entendu que le président de la République veut faire de l'égalité femmes-hommes une grande cause nationale. Je m'en félicite, mais les grandes causes nationales, ça ne peut pas être que des mots, c'est aussi des actes. Je propose là un acte. Pas de délai de carence pas de jour de carence pour les femmes enceintes. Enfin, il y a dans cet hémicycle, et je les connais, bon nombre de sénateurs très attachés à la famille, à la natalité et à des politiques qui permettent de soutenir la natalité. Je leur suggère donc aussi de soutenir la natalité en donnant aux femmes enceintes les conditions sanitaires appropriées à leur état. Et je ne crois pas qu'on puisse répondre en évoquant soit les congés de grossesse pathologique. Le but est au contraire d'éviter que les femmes recourent à un congé de grossesse patho alors qu'elles peuvent encore travailler et qu'il faut juste qu'elles puissent s'arrêter une journée par moment pour faire souvent les examens médicaux dont elles ont besoin. Donc j'invite le Sénat à voter cet amendement qui est un amendement juste et cohérent avec ce que nous pensons tous et de l'égalité femmes-hommes et de la défense de la famille. Chers collègues, monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Je ne vais pas contester qu'il y a une différence de situation objective et qu'il y a des arrêts dans le cas de femmes enceintes qui travaillent qui peuvent être plus fréquents et justifiés. Et donc je m'en remets à l'avis de sagesse favorable du Sénat. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je rappelle que le gouvernement n'est pas favorable au passage à 3 jours, le passage de 1 à 3 jours. Et donc, ça m'empêche finalement d'adhérer complètement à la cohérence de la sénatrice Rossignol. Sur la question évoquée par l'amendement, il y a une volonté de parallélisme avec le secteur privé qui ne prévoit pas d'exonération ou d'exemption du jour de carence pour les congés maladie ordinaires concernant une femme enceinte. Par contre, le texte qui a été adopté et intégré dans le projet de loi de finances prévoit que ne s'applique pas le jour de carence pour, évidemment, le congé maternité et les congés liés à un état de grossesse pathologique. Par contre, comme dans le privé, il est proposé qu'en cas de maladie ordinaire non liée à l'état de grossesse, le jour de carence s'applique. Donc l'avis est défavorable. Merci, monsieur le ministre. Madame Bellion pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je voterai bien évidemment l'amendement de notre collègue Laurence Rossignol dans un souci de protection de l'enfant et de protection de la mère. Merci. Merci, Madame Goulet, pour explication de vote. Oui, mais je soutiendrai évidemment aussi cet amendement de bon sens. Si, pas d'autres explications de vote, on peut... Madame Rossignol. Soit tous au mieux informés dans cette discussion. D'abord, à un moment donné, il faut cesser de faire le parallèle entre les salariés du privé et les salariés du public. Les 2/3 des salariés du privé relèvent de conventions collectives dans lesquelles il n'y a pas de jour de carence grâce à la mensualisation. Donc, on parle d'aligner le régime des fonctionnaires sur le régime d'1/3 des salariés du privé, pour lesquels on souhaite d'ailleurs des meilleures conventions collectives que celles qu'ils ont aujourd'hui. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que si je me mets dans la logique de ceux qui soutiennent le jour de carence, enfin, le délai de carence, c'est dans le but de réduire les absences et de préserver les comptes sociaux. Dans ce cas, il ne faut pas pousser les femmes à recourir à des congés de maladie. Il n'y a pas un médecin qui refuserait à une femme enceinte qui vient le voir, qui dit qu'elle est fatiguée et qu'elle n'est pas bien, un congé de maternité d'1 semaine. Donc il vaut bien mieux lever le jour de carence pour les femmes enceintes que de les conduire à aller solliciter des congés de maladie. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement 670 qui a reçu un avis de sagesse favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous poursuivons. Alors, je mets aux voix l'article 48. Qui est pour l'article 48? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 47 bis, l'amendement 673, Madame Lavarde. Oui, Monsieur le Ministre, mercredi 6 décembre, dans ce même hémicycle, à l'occasion de l'étude des crédits de la mission Crédits non répartis, vous êtes revenu sur la prime de compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics.
Je vous cite. Depuis le 30 novembre dernier, le Conseil national des normes a été saisi d'un décret permettant l'abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 à 9,9 %. Ainsi, d'un point de vue macroéconomique, l'intégralité des coûts liés à la mesure de la CSG seront compensés et les employeurs seront en mesure de la compenser pour chacun des agents. Vous avez dit d'un point de vue macroéconomique. Je vous cite à nouveau. À l'Assemblée nationale, le 16 novembre dernier, vous posiez la question suivante au ministre Gérald Darmanin. Mais, au niveau microéconomique, pouvez-vous nous garantir la neutralité de l'augmentation de la CSG pour les employeurs, comme vous souhaitez la garantir pour l'ensemble des fonctionnaires touchés par cette mesure? Là est bien important, le mot microéconomique, puisque je vais vous donner quelques exemples. Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine et payé à l'indice majoré 320, la perte pour la collectivité est de 9,23 € par mois. Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 360, la collectivité gagne 10,17 € par mois. Pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 320, la collectivité perd 25,04 € par mois. Pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 360, la perte est de 0,86 € par mois. Vous comprenez bien, Monsieur le Ministre, qu'avec l'article 47 bis tel qu'il nous est proposé, il existe, suivant la structure d'emploi de la collectivité, des collectivités perdantes et des collectivités gagnantes. Donc je vous entends bien qu'au niveau macroéconomique, la compensation est là. Par contre, au niveau microéconomique, elle introduit des distorsions importantes entre collectivités. Donc la suppression de cet article n'est pas tant pour retirer la compensation vis-à-vis des collectivités, que bien sûr nous appelons de nos vœux, mais plutôt pour vous laisser le temps, dans le cours de la navette, de proposer un mécanisme qui soit équitable pour l'ensemble des collectivités. Et pourquoi pas n'avoir adopté quelque chose de simple, comme un titre de remboursement émis par les collectivités? Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. L'avis de la commission est dans la question de Christine Lavarde. Voilà. Une compensation de la CSG qui est de manière macro intégrale, nous dit-on. Après, collectivité par collectivité, la question, je pose la même question. Est-ce que collectivité par collectivité, on va tenir compte des différents temps de travail, des emplois partiels, des catégories d'emplois? Et en clair, est-ce qu'il y aura une disposition réglementaire qui concernera chaque hôpital, chaque commune et qui permettra de compenser en fonction des différentes situations qui sont très diverses? Voilà, parce que évidemment, comme vous avez vu, l'impact de la hausse de la CSG n'est pas la même selon les différentes situations qui ont été décrites à l'instant par notre collègue. Voilà, voilà la question. Alors si c'est soit vous allez nous rassurer, Monsieur le Ministre, si vous ne nous rassurez pas, l'amendement est un peu brutal, mais au moins il a le sens il a le mérite de poser la question de manière très précise. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pressens que ma capacité à rassurer Monsieur le rapporteur général va être assez limitée sur cet amendement, mais en réponse à l'amendement qui a été présenté, d'abord vous dire, Madame la sénatrice, que je ne retire rien aux interrogations qui avaient été les miennes et qu'effectivement, je vous confirme que la compensation est macro. Elle est macro parce que la possibilité d'une compensation absolument parfaite pour l'intégralité des employeurs, des dizaines de milliers d'employeurs publics concernés par cette disposition, amènerait à la création d'une espèce d'usine à gaz, si vous me permettez cette expression, qui serait particulièrement difficile à gérer. Il faut ajouter au fait que le projet de loi de finances prévoit 290,5 millions d'euros pour la prime, prévoit, non pas dans ces dispositions, mais que le gouvernement prévoit et a présenté au Conseil national d'évaluation des normes un projet de décret permettant l'abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 à 9,9%. Le fait aussi qu'en première année, en tout cas, le report des mesures PPSR permet de libérer 200 millions d'euros d'économies pour les mêmes collectivités. Donc je confirme ce que j'ai dit, nous ne sommes évidemment pas favorables à la suppression. J'entends votre argument quand vous dites que la suppression n'a pas vocation à supprimer la compensation, mais à maintenir le débat en navette. Je note cependant qu'il n'y a pas véritablement de mesure alternative à la suppression que vous proposez. Donc pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il y aurait une compensation intégrale pour chacun des agents. Il sera pris, qu'il y aura une compensation pour l'ensemble des employeurs, mais je le répète, la compensation est macro. Je note aussi, si vous me permettez, que les exemples que vous avez cités et les chiffres que vous avez avancés montrent aussi que l'on est dans l'ordre de sommes relativement marginales par rapport au coût salarial total. Merci, Monsieur le Ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 673. Pardon, Madame Lavarde, pour explication de vote.
Oui, peut-être pour reprendre la parole, parce que quand j'entends que le ministre indique un coût de 25 € par mois pour un agent non titulaire effectuant moins de 28 heures par semaine, agent qui se trouve majoritairement dans les petites communes rurales, 25 € multipliés par 12 pour peu qu'il y ait 3 ou 4 agents dans ce cas-là, ça devient des sommes qui ne sont pas non significatives. Donc aujourd'hui, vous nous décrivez une usine à gaz en parlant des solutions qui ont pu vous être proposées par des associations d'élus locaux, comme par exemple l'émission d'un titre de recette par chacune des collectivités, alors même que vous demandez en 2019 à ces mêmes collectivités de pouvoir être en mesure d'appliquer le prélèvement à la source sur les mêmes agents, donc avec une volumétrie encore plus importante en termes de titres. Donc pour ces raisons-là, je maintiens cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Savary, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame Lavarde est redoutable dans ses arguments et moi je suis convaincu par ce qu'elle dit. C'est une question, Monsieur le Ministre, de confiance avec les collectivités locales. Vous essayez d'établir des rapports bien particuliers. Or, à chaque fois, quand il s'agit d'argent, il n'y a pas d'article 40 pour les collectivités locales et c'est à chaque fois elles qui sont mises à contribution. Moi, ça me rappelle quand il y avait la compensation pour les départements, pour les bénéficiaires de RSA, et puis le gouvernement prend la décision d'augmenter de 2% ces 10 bénéficiaires sur le compte des départements. En ce qui concerne l'ensemble de la fonction publique, un coup il y a le gel d'indice, un coup on met sur pied un nouveau dispositif, et il s'applique bien sûr à la fonction publique territoriale sur le compte des collectivités territoriales. C'est pas comme ça qu'on va bâtir des relations de confiance. Je pense qu'il peut y avoir des discussions. Donc la garantie d'une compensation micro-économique pour chacune des collectivités eût été, me semble-t-il, le meilleur gage de confiance que l'on pouvait donner aux collectivités locales. C'est pour ça que moi je tendance à rejoindre cet amendement, certes radical, mais qui pose bien le problème de contrat de confiance qu'il est nécessaire d'élaborer entre collectivités locales et gouvernement. Merci, cher collègue. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi j'ai juste un conseil en relisant l'amendement. L'idée du titre de recette, je ne suis pas certain que ça soit une très bonne idée, notamment pour les collectivités qui vont devoir signer un contrat avec l'État en s'engageant sur une baisse de la dépense. Il vaudrait mieux voir la masse salariale baisser à du concurrence. Alors je comprends bien les problèmes que ça pose pour que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité, mais l'idée de maintenir et puis d'avoir le titre de recette, c'est pas bon du tout par rapport au contrat d'objectif que les collectivités vont être obligées de signer. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix l'amendement. Pardon, monsieur le rapporteur. Si j'ai bien compris, cet amendement est un amendement un peu radical, c'est un amendement d'appel. C'est pas pour que les fonctionnaires considèrent qu'ils ne sont pas compensés. Simplement, il faudrait que le gouvernement nous trouve une solution de compensation intégrale, ad hoc, précise. Et donc, il faut d'avoir une réponse aujourd'hui. Je pense que le Sénat s'apprête à voter une mesure qui est certes un peu radicale, mais que je conçois et qu'on entend bien comme un amendement d'appel à une solution plus forte. Sinon, si on le vote, on va en effet améliorer significativement encore le solde. Bientôt, l'article équilibre, on va rendre de l'argent, je ne sais pas comment on va faire, les déficits. Voilà, donc bon, uniquement dans cet esprit que je pense qu'il peut être adopté, parce que la réponse à ce stade n'est pas satisfaisante. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, l'amendement 673 avec un avis favorable du coup de la commission, du rapporteur, un avis de sagesse. Sagesse, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc l'article est supprimé et donc l'amendement du gouvernement tombe. L'amendement 487 rectifié bis, quoi. Deux amendements en discussion commune. L'amendement 487 rectifié bis, monsieur Kuipers. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, le statut de l'élu local devrait faire l'objet d'une réforme en profondeur. Pour autant, les élus locaux doivent bénéficier d'un statut leur permettant d'assumer leurs responsabilités pleinement et dignement. Cet amendement ne vise pas à entrer dans ce débat aujourd'hui, mais il veut corriger de manière concise et efficace une anomalie législative. Comme vous le savez, les présidents d'exécutifs locaux, des conseillers régionaux et conseils départementaux ont vu leurs fonctions profondément modifiées
par les différentes lois de réforme territoriale. La loi NOTRe a placé le président de région en charge de compétences stratégiques essentielles, qu'il s'agisse du développement économique, de la gestion des programmes européens, de la formation professionnelle ou encore de l'aménagement du territoire ou des transports. Quant à lui, le président du conseil départemental est responsable des solidarités et de la cohésion territoriale, mission de haute importance dont nos territoires ont plus que jamais besoin. Nous devons donc reconnaître ces très lourdes responsabilités qui pèsent sur les présidents des exécutifs locaux. Qui peut aujourd'hui prétendre que l'exercice d'une telle fonction ne serait pas comparable à un poste à forte responsabilité au sein de la haute fonction publique? Le montant maximal que peut toucher un président de région est aujourd'hui bien inférieur à celui de ses propres collaborateurs. Je n'ai donc pas besoin de vous faire un inventaire des rémunérations de la haute fonction publique, qui, avec les primes et anciennetés, atteignent des montants bien plus importants. Cet amendement a donc pour objet de corriger cette anomalie et donner une véritable reconnaissance aux responsabilités et au travail exigeant des chefs d'exécutifs locaux. L'amendement présenté prévoit donc, sans aucun coût supplémentaire pour le contribuable, de rapprocher autant que faire se peut la rémunération d'un exécutif local de la rémunération que connaît la haute fonction publique. Il s'agit tout simplement, et bien naturellement, de reconnaître le travail et l'engagement des élus locaux. L'amendement 517 rectifié en discussion commune n'est pas défendu, donc il tombe. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur le 487 rectifié bis. Cet amendement est neutre pour les collectivités car il ne touche pas à l'enveloppe globale, donc je m'en remets à la sagesse du Sénat. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. L'avis du gouvernement est quant à lui défavorable pour deux raisons. Le premier, c'est que si le gouvernement est ouvert à une réflexion sur les conditions d'exercice du mandat des élus locaux, cela a été rappelé par le Président de la République, il considère que ça doit être fait de manière globale et pas indemnité de suggestion par indemnité de suggestion, au risque de créer, d'ajouter de la complexité. La deuxième raison, c'est que l'amendement que vous défendez concerne uniquement les collectivités territoriales de plus de 500 000 habitants. Ça n'a pas été nécessairement précisé. Et donc, les régions, évidemment, pas tous les départements, et évidemment très loin de concerner toutes les communes. Donc, à la fois parce que l'angle peut être considéré comme un peu parcellaire, mais surtout parce que nous considérons que la réflexion doit être globale, l'avis est défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 487 rectifié bis, qui a reçu un avis de sagesse de la Commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Donc, il est adopté. Deux amendements identiques, le 479, c'est Monsieur Savoldelli. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement tend à mettre à contribution donc les grands noms de l'Internet, et puis ce qu'on peut appeler l'avènement du commerce électronique, ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'e-commerce. En fin de compte, c'est l'offre commerciale qui existe sur les sites Internet. Bon, évidemment, sur cet amendement-là, une fois encore, on pourrait se poser la question, est-ce que la matière fiscale dont il est question fait l'objet de la même controverse qu'une autre matière fiscale, à savoir s'il convient plus clairement en matière de TVA de taxer soit l'utilisateur final, soit le cédant ou l'intermédiaire. Pour notre groupe, il nous semble que l'imposition des revenus tirés de l'exploitation d'une plateforme d'échange électronique doit être réservée, si on peut dire, à l'exploitant de la dite plateforme. Les recettes publicitaires des géants d'Internet, donc je ne vais pas les citer, Apple, Google, Yahoo et d'autres, et j'en passe, ont une grande partie des bannières et des messages surgissants dont ils parsèment leur page d'accueil. C'est-à-dire, vous voyez bien qu'on voit bien tous défiler, sans bien tous les assimiler, mais des offres commerciales en permanence. Et là, on a pu observer qu'elles n'étaient pas trop sollicitées à être mises à contribution, alors qu'elles font des recettes. En tout état de cause, vous voyez que c'est un amendement raisonnable, et d'autant que nous en avons discuté aussi en commission des finances, et là, il y avait un accord unanime de faire attention à éviter de mettre en place une sorte de tactique fiscale qui mettrait en difficulté soit les enseignes de proximité, soit les usagers
qui cèdent des biens d'occasion, dont je rappelle qu'ils sont a priori exonérés de la TVA pour 3 000 € par an. Donc c'est au bénéfice de ces observations que nous proposons de mettre en place cette disposition vis-à-vis des gens de l'Internet et puis de cette accélération de l'offre commerciale sur les pages des grands groupes. Collègue, le 666 rectifié, Madame Lienemann. Oui, chers collègues, cet amendement, nous l'avions déjà voté en 2015 et nous avions eu l'occasion avec M. Carucci de montrer au gouvernement que c'était une solution raisonnable pour taxer les multinationales et en particulier les GAFA. De quoi s'agit-il? Il s'agit de définir ce qu'est un établissement stable en France. Un établissement stable en France, dans le présent amendement, je vais court, c'est grosso modo les entreprises ayant plus de 10 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que cette mesure est raisonnable? À l'époque, le gouvernement nous avait dit « Nous préférons notre méthode qui va nous permettre de récupérer de l'argent de Google ». Et nous lui avions dit qu'on risquait de perdre au tribunal administratif. Hélas, tel est le cas par une décision du tribunal administratif de 2017. Cet amendement s'inspire d'une méthode choisie par nos collègues britanniques, même si on ne prend pas tout à fait la même, parce qu'au regard de notre Constitution, on ne peut pas taxer et surtaxer de façon comparable. Mais c'est la même logique. Est-ce que c'est contraire aux règles de l'OCDE? Non. L'OCDE est en train de fixer justement le cas de ce qu'on appelle un établissement stable. Il prépare une circulaire qui doit arriver, on ne sait pas quand parce qu'il faut qu'ils se mettent tous d'accord. Et comme l'avait très bien dit M. Carucci, l'OCDE, c'est aussi des rapports de force. Si la France et la Grande-Bretagne, par exemple, plaident dans le même sens, on peut penser que dans les hypothèses de l'OCDE, puisqu'il n'y aura pas qu'une façon de définir un établissement stable, celle-là pourrait être reprise. Et même à supposer qu'elle ne le soit pas, on aura toujours tout loisir, le moment venu, car ce moment est incertain, de modifier notre règle. Est-ce que c'est contraire aux règles de l'Union européenne? Non. La Grande-Bretagne le fait, et ça n'est pas non plus contraire à l'action que le gouvernement mène visant à faire avaliser par l'Union européenne la taxation sur la base du chiffre d'affaires. Là, nous retenons le chiffre d'affaires non pas comme base, parce que ça, il faudrait l'unanimité de l'Union européenne, mais comme déclencheur pour un établissement stable. Et donc, considérant que ça nous permet d'avoir des recettes immédiates, que c'est un signe politique où la France se met en offensive sur tous les terrains pour taxer avec justice les GAFA, je vous suggère de renouveler le vote que nous avions fait en 2015. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Alors, c'est un débat qu'on a déjà eu. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que c'est dit. Le sujet des GAFA, et ce n'est pas limité par l'amendement aux seules entreprises du numérique, hein, parce qu'on a parlé des entreprises du numérique, mais le sujet, évidemment, et que vous visez dans l'amendement, est bien plus large. Et, je pense que c'est un des sujets absolument majeurs, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est pas antinomique aussi avec l'idée qu'a le gouvernement d'avoir une taxe sur les chiffres d'affaires, qui est peut-être une des solutions. Je ne sais pas si c'est la solution idéale, mais en tous les cas, il faut s'y attaquer. Alors, est-ce que c'est contraire au droit de l'Union européenne? J'en sais rien. En revanche, ce que je sais, et c'est pour cette raison que ne peut pas adhérer, c'est que c'est contraire aux conventions fiscales internationales signées par la France. Dans les articles 5 et 7 de ces conventions fiscales, on détermine la notion d'établissement stable, c'est-à-dire en effet avoir une présence physique, des employés, etc., une activité réelle. Donc, ce n'est pas unilatéralement, malheureusement, parce que la France est liée par un certain nombre de conventions fiscales, que l'on peut décider de changer la notion d'établissement stable. Et sans doute, en matière, il faudra inventer l'établissement stable pour les entreprises du numérique, sans doute. Donc en tous les cas, c'est pas pour évacuer le sujet, c'est très clairement le sujet majeur. Il y a sans doute le CDE qui travaille, la proposition aussi, en effet, du gouvernement de taxer le chiffre d'affaires, mais dès lors qu'on touche clairement la notion d'établissement stable, il faut se référer à nos conventions fiscales qui lient la France aux autres pays et dans lequel vous avez, dans les articles 5 et 7, c'est ça, systématiquement, la définition de l'établissement stable. Donc c'est contraire. Alors peut-être que le gouvernement n'a pas forcément la même analyse. Quant au dispositif britannique, Madame Lienemann, quant au dispositif britannique, il semblerait que c'est un dispositif anti-abus. C'est pas exactement ça qui est transposé. Donc voilà. Donc c'est là-dessus, à notre grand regret, on ne peut pas aller jusqu'à donner un avis favorable pour ces raisons. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame Lienemann évoquait
le fait que le Sénat avait adopté cette disposition en 2015 et que depuis un certain nombre de choses s'étaient passées, notamment la procédure avec Google et la décision du tribunal administratif. Mais il s'est aussi passé d'autres choses qui m'amènent à dire que la France est impliquée de manière très active dans le lancement et la conduite du projet de lutte contre l'optimisation fiscale de l'OCDE, le plan d'action BEPS, et qui a été signé par la France le 7 juin 2017 avec plus de 70 pays, la convention multilatérale qui traduira les conclusions de ces travaux dans les conventions fiscales bilatérales de la France. Et une des dispositions de cet accord vise notamment à lutter contre les montages de commissionnaires visés par votre amendement. Et donc, un des objectifs que vous poursuivez sera traduit dans les conventions fiscales bilatérales de la France à la suite de la signature de cet accord. Par ailleurs, au regard des composantes de la taxe instituée au Royaume-Uni en 2015, que vous proposez de reprendre en France, il nous faut insister sur le fait que le droit français comporte déjà des dispositifs qui offrent à l'administration fiscale des moyens équivalents, sinon plus efficaces. On peut citer l'abus de droit prévu à l'article 64 du livre des procédures fiscales, qui permet de remettre en cause les montages dépourvus de substance économique et qui est assorti d'une pénalité de 80%. De plus, la loi prévoit un renversement de la charge de la preuve pour la déduction de la totalité des dépenses réalisées en direction d'un territoire à faible fiscalité, tel que défini à l'article 238A du Code général des impôts. Et enfin, nous disposons aussi d'une procédure qui permet d'imposer les bénéfices d'un établissement stable non déclaré sur notre territoire. Nous considérons qu'il ne faut pas doublonner ces outils, ni surtout remettre en cause leur utilisation et la traduction de l'accord du 7 juin 2017 que j'ai déjà évoqué. Enfin, concernant la fiscalité du numérique et des activités conduites sur Internet, nous considérons que le niveau européen et mondial est plus adapté, et c'est le sens de l'action du gouvernement. Vous l'avez vu, la France a récemment obtenu une accélération décisive à l'occasion du Conseil ECOFIN informel de Tallinn les 15 et 16 septembre dernier, puis le 5 décembre dernier, avec des conclusions sur une approche commune des ministres en matière de fiscalité du numérique. Et cette approche commune, arrêtée le 5 décembre dernier, servira de base à l'élaboration du projet de directive européenne et du rapport d'étape demandé par le G20 à l'OCDE. Donc pour toutes ces raisons, c'est une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Merci. Madame Lienemann, pour explication de vote. Moi, l'argumentaire d'abord, j'observe que c'est jamais la bonne méthode, qu'on a sans arrêt des nouveaux arguments, que cela n'était absolument pas valable il y a 3 ans, alors qu'on avait déjà des conventions fiscales. Et je rappelle le même argument que le gouvernement nous dit 3 minutes après qu'ils sont en train de changer les conventions fiscales. Donc, personnellement, j'observe en tout cas qu'on a peut-être fait tout ce qu'il faut, mais on ne touche pas un copec. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'obtient absolument aucune recette. Donc, moi, je considère que s'il n'y a que l'obstacle de la convention fiscale, on peut considérer que l'amendement donne mandat à renégocier les conventions fiscales. Mais moi, je le dis, notre Sénat ne peut pas rester. Moi, je suis, comme vous, je souhaiterais tout de suite les décisions de l'OCDE. On n'a aucun délai, on ne sait même pas quand va sortir la circulaire interprétative. J'aimerais, comme vous, que l'Union européenne décide. On sait qu'il faut l'unanimité pour ce genre de choses. Donc, en attendant, il me semble qu'on peut prendre une mesure qui soit de nature à donner un signe politique et qui, parce que la position d'abus de Grande-Bretagne est un peu comparable à cela. Or, dans le droit français, le Conseil constitutionnel ne permet pas ce que font les Anglais. Mais en tout cas, moi, j'insiste auprès des collègues, on doit donner ce signal fort et discuter sérieusement, parce que dans 5 ans ou dans 2 ans, on en sera exactement au même niveau. Je vous assure, cette méthode a été travaillée par des experts de différents bords, pas uniquement politiques, et de différents bords en termes de compétences juridiques. Il me semble qu'on marquerait là un acte politique fort et même, je le pense, un système beaucoup plus opérationnel que ce que vous nous préconisez sur la fraude de Google, car je vous rappelle, on a perdu. Merci. Monsieur Lecomte, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne vois pas pourquoi des conventions bilatérales qui s'appliquent à la France et qui sont probablement très proches pour la Grande-Bretagne empêcheraient un pays d'aller dans cette direction et un autre, alors qu'un autre pays l'a déjà fait. On connaît la hiérarchie des normes. Bien entendu, une convention bilatérale s'impose, mais ce n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas changer la loi. Et puis, si après il y a une évolution, parce qu'on tient à cette évolution dans la loi, qui impose à ce que le gouvernement fasse une évolution en termes de négociations et de conventions fiscales bilatérales, il faudra que le gouvernement le fasse. D'ailleurs, j'ai déposé un amendement sur le même sujet, sur une autre question un peu plus tard. Donc,
pourquoi ne pas adopter cette disposition, même si effectivement elle peut rentrer en collision avec un certain nombre de conventions fiscales bilatérales aujourd'hui, mais c'est après à l'exécutif de faire évoluer les conventions fiscales pour qu'elles s'adaptent à l'évolution de l'économie. De la même manière, vous nous dites, et on peut saluer les accords qui ont eu lieu, qui ont été pris cette année au sein de l'OCDE, mais ceci méritera d'abord d'être traduit dans une convention qui méritera ratification pour s'imposer. Donc je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui faire évoluer la loi sur ce sujet, alors que c'est ainsi que nous pouvons marquer la voie au gouvernement sur ce que nous attendons comme évolution en ce qui concerne la taxation des GAFA. Collègue, Monsieur Karoutchi pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il y a longtemps que je ne suis plus un révolutionnaire. Si jamais je l'ai été un jour. Mais on ne sait pas, vous savez, parfois il y a des inversions d'âge et tout, on ne sait pas. Bon, enfin, toujours est-il que fin 2015, effectivement, nous avions voté déjà un amendement comparable. Moi, je le dis au gouvernement très tranquillement, j'ai eu l'honneur de représenter la France auprès de l'OCDE pendant 2 ans. Il est très clair que l'OCDE, c'est compliqué, c'est par définition aujourd'hui une trentaine d'États, il faut que les décisions soient prises à l'unanimité, mais les ambassadeurs ne font que traduire la demande de leur gouvernement. Si la France, auprès de l'OCDE, conduit une politique, propose un certain nombre de choses au secrétaire général, il n'y a aucune raison que les choses n'évoluent pas. Mais si évidemment tout le monde est dans le doute, l'hésitation, eh ben, l'hésitation continue. Moi, je crois que les choses sont simples, Monsieur le Ministre. Ce qu'on a voté ici, fin 2015, a probablement eu quelques effets sur la politique du gouvernement en 2016 et 2017, et notamment sur les différents éléments que vous avez rappelés. Mais en même temps, on est bien obligé de constater qu'il y a une décision du tribunal administratif qui dit, en gros, vous êtes gentil, l'État est gentil, le gouvernement est gentil, mais enfin, pour le moment, c'est non. C'est comme ça. Parce que vous n'avez pas fait évoluer la loi sur la définition de l'établissement fixe, sur la définition d'un certain nombre de normes. Moi, je considère qu'il y a une politique qui, ici, de gauche ou droite, peut dire c'est juste qu'une entreprise moyenne ou importante paye ses impôts en France complètement et tout, et que certaines entreprises parviennent à y échapper. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste, c'est comme ça. Et qu'on soit de droite ou de gauche, ça n'est pas juste. Alors je vous le dis, Monsieur le Ministre, moi je soutiendrai cet amendement parce que je considère que le Parlement doit faire son travail, le gouvernement doit avancer, le gouvernement au niveau international doit, aussi bien auprès de l'Union européenne que de l'OCDE, affirmer la voix de la France là-dessus, parce que ce qui est juste ici et est juste à l'international. Merci. Madame Goulet pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je vais aussi soutenir cet amendement. On a déjà parlé de ce sujet la semaine dernière avec la publicité en ligne. Il faut que le Sénat donne un signal. Roger Karoutchi l'a très bien dit. On ne peut pas à la fois avoir une fiscalité des entreprises petites et moyennes qui vont avoir sur le dos une fiscalité complète et puis une évasion complète des géants de l'Internet. Alors, par ailleurs, je crois qu'il y a une nomination d'un ambassadeur du numérique. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais les Danois ont Pardon, oui, anti-ambassadeur thématique, sauf quand c'est utile, bien sûr. Je vieillis. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous avez constaté que le marronnier habituel n'était plus là. Donc, je voulais dire que les Danois avaient nommé un ambassadeur auprès des GAFA. C'est-à-dire que les Danois ont nommé un ambassadeur directement consacré à travailler avec les GAFA sur les modalités de leur fiscalité. Donc je crois que là, on est dans un sujet qui est purement évolutif. Je crois qu'il faut évidemment tenir compte de l'avis du Sénat et je crois qu'il faut aussi très simplement marquer notre volonté de ne pas en rester là. Donc je crois que cet amendement est tout à fait légitime, il est tout à fait à sa place, il est dans un projet de loi de finances, il aura le destin que voudra bien lui laisser l'Assemblée nationale
nationale et la commission mixte paritaire. Mais en tous les cas, des gens qui entendent nos débats, ils ne pourront pas penser que la taxation des GAFA est indifférente au Sénat. Donc je voterai cet amendement. Merci, chers collègues. Madame Laborde, pour explication de vote. Je ne voudrais pas qu'on croie que le RDSE n'est pas pour cet amendement, donc je vous confirme que nous sommes pour cet amendement. Merci. Donc je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques, le 479 et le 666 rectifié, qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, une demande de retrait du gouvernement sinon défavorable. Donc qui est pour ces deux amendements? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Deux amendements en discussion commune, le 323 rectifié, Madame Lienemann. Oui. Les distributeurs exigent des contributions à leur centrale européenne dont les sommes sont croissantes. Ces contributions prennent le plus souvent la forme de rémunération de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même de la redevance. Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite, de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques, sans qu'il y ait une justification. Le présent amendement vise notamment à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels et au titre duquel sont rémunérées ces prestations ou sur la base duquel sont déterminées les redevances sont mises sur le marché dans une surface de vente implantée en France. Contrairement à ce qui a été dit lors de l'examen de cet amendement lors de la loi de finances 2017, le présent amendement se distingue à plusieurs égards des dispositions existantes. Il est distinct de l'article 209 car les liens juridiques entre les sociétés françaises et étrangères visées sont à la fois plus précis et plus larges que ceux de cet article. Aucun seuil de détention minimale n'est fixé s'agissant des relations capitalistiques. Le présent article vise plus précisément les sociétés françaises exploitant des magasins ou établissements en France liés à des centrales étrangères. Il vise en outre les sociétés françaises qui sont parties d'un accord d'achat groupé avec des entreprises ou identités juridiques établies à l'étranger. Enfin, aucune limitation aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié n'est prévue. De plus, le présent amendement vise des revenus spécifiques, alors que l'article 209B du CGI vise de façon plus large les résultats bénéficiaires de l'entreprise. L'amendement proposé a donc l'ambition de restaurer en France des impôts qui, manifestement, par le biais des centrales à l'étranger, essaient de se dérober de leurs contributions collectives. Merci, chers collègues. L'amendement 248 rectifié, quasiment identique, Madame de Romédy. Oui, j'ajouterai que cet amendement a été déposé à l'Assemblée nationale par le député Charles de Courson et au Sénat par notre collègue Michel Raison, qui regrette de ne pouvoir être présent pour le défendre tant l'enjeu est important. Il s'agit d'un amendement anti-optimisation fiscale des réseaux de la grande distribution. Le sujet est complexe, mais l'objet de l'amendement détaille et répond avec précision aux arguments avancés par Bercy. Je vous épargne sa lecture puisque ma collègue vient de le faire. À l'heure actuelle, les distributeurs exigent que des contributions soient versées à leurs centrales situées en Europe. Ces contributions prennent la forme de rémunération de prestations de services excédant la valeur réelle de celles-ci, voire relatives à des prestations fictives. Il en est de même des redevances dont on ne sait pas très bien à quoi elles correspondent. Les centrales qui captent ces revenus sont établies dans des pays à fiscalité réduite, essentiellement au Luxembourg, en Suisse et en Belgique, de sorte qu'une partie significative d'assiette fiscale se trouve délocalisée au détriment des finances publiques, sans que cette délocalisation soit justifiée par une activité effective. Le présent amendement vise donc à réintégrer le montant de ces prestations ou redevances dans les bénéfices ou revenus imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France. Par ailleurs, il semblerait qu'une directive européenne couvrant les cas visés par l'amendement soit prochainement transposée. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur. Ces amendements, dans d'autres textes, on en a un petit peu entendu parler de ce sujet. C'est un véritable sujet, c'est le sujet des centrales d'achat, tout simplement, qui demanderait aux fournisseurs
de verser des commissions, des sommes, sous forme de redevances, de commissions, d'intéressement quelconque, qui sont disproportionnées, voire fictives. Évidemment, ces sommes ne seraient pas versées en France, mais seraient versées dans un autre pays, de façon à échapper à l'impôt. Et donc on avait déjà vu en 2016 ce sujet. Et l'analyse des auteurs des amendements est sans doute assez pertinente. C'est un type de montage qui est sans doute abusif. Et il nous a semblé à ce stade, mais peut-être que le gouvernement va nous apporter des précisions, que les dispositifs fiscaux existants, notamment celui de la manipulation de prix de transfert, c'est-à-dire l'article 57, l'article 238 A du Code général des impôts, le dispositif relatif à la localisation des produits dans un régime fiscal privilégié, l'article 209, ne s'appliquait pas forcément à ces achats dans le cadre de centrales d'achat. Et donc ce serait une disposition qui ne permettrait pas de couvrir ces abus, enfin ces transferts abusifs de commissions ou d'intéressement à l'étranger. Certes, alors, il y a toujours en France l'arme ultime qui est l'abus de droit. L'abus de droit qui permettrait de montrer qu'on a voulu faire un montage dans un but principalement fiscal, c'est la notion même de l'abus de droit. Est-ce que pour autant les dispositions relatives à l'abus de droit sont applicables ou faut-il prévoir un dispositif ad hoc? C'est ce que prévoit ces amendements qui prévoient de créer un dispositif anti-abus spécifique relatif aux centrales d'achat à l'étranger. Donc la Commission y est plutôt favorable. Je pense que ça répond à un vrai problème. Éviter que l'impôt ne soit payé sous une forme de commission ou d'intéressement ou de redevance fictive ou disproportionnée à l'étranger. Et donc, ça éviterait des pertes de recettes en France. Mais peut-être que le gouvernement peut nous apporter des précisions quant à la possibilité de redresser ces montages avec le droit actuel ou notamment avec la notion d'abus de droit. Et c'est autrement un avis plutôt favorable à ces amendements. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. En réponse à Monsieur le rapporteur général et aux intervenants sur cet amendement, rappeler tout simplement que l'administration est évidemment mobilisée pour lutter contre les situations critiquables au plan fiscal et en recourant à cet effet à tous les leviers disponibles. Donc simplement, je vais essayer de les rappeler. Ils sont au nombre de 3. L'article 209B du Code général des impôts impose les bénéfices d'entités détenues de façon directe ou indirecte depuis la France et établies dans un État étranger où elles présentent une imposition réduite, voire nulle. Et ce dispositif anti-abus permet de couvrir les situations de délocalisation fictive ou abusive. Par ailleurs, dans une logique de prix de transfert, l'article 57 du Code général des impôts exige qu'aux fins de l'impôt, les conditions convenues dans le cadre de la relation financière ou commerciale par des parties dépendantes soient celles auxquelles on pourrait s'attendre si les parties n'avaient aucun lien de dépendance. La notion de dépendance peut être juridique ou de fait, elle n'est pas limitée à des relations capitalistiques et peut résulter d'un contrat ou des conditions dans lesquelles s'établissent les relations entre deux entreprises. Ainsi, ce dispositif peut appréhender une situation éventuelle de transfert de bénéfices, telle que celle que vous visez dans le cas des centrales d'achat. Sur le fondement de l'acte anormal de gestion, les services de contrôle peuvent remettre en cause la déduction en charge par une entreprise d'une commission payée à une autre si cette opération ne répond pas à l'intérêt de l'exploitation. Et enfin, vous l'avez rappelé, Monsieur le rapporteur, ils peuvent appliquer la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L64 du livre des procédures fiscales. Donc, sur la base de ces éléments, c'est une demande de retrait. J'ajoute un point, c'est que, au vu du rappel des dispositifs existants, il est aussi constaté que il y a un risque de conduire la France à réimposer des bénéfices imposés à l'étranger, à devoir procéder ensuite à un remboursement pour éliminer la double imposition. Donc, pour ces raisons, c'est une demande de retrait. Merci, Monsieur le ministre. Madame Lienemann, pour explication de vote. Oui, alors moi, je suis toujours fascinée par ce genre de réponse. Parce que tout existe, on devrait pouvoir les taxer, mais on ne le fait pas. Donc, où est le problème? Soit il y a une mauvaise volonté de l'administration fiscale, ce qui n'est quand même pas dans sa culture habituelle, soit l'administration fiscale estime qu'elle n'est pas suffisamment outillée pour être sûre de pouvoir le faire, et il faut l'outiller, c'est ce qu'on essaie de faire par cet amendement. Troisièmement, s'il y a à rembourser, je parie que vu le taux d'imposition dans les autres pays, on aura encore du bénéfice. Donc, personnellement, je crois qu'on ne peut pas tolérer que ce genre de pratique est maintenant systématique. On l'a vu monter. Les grandes centrales d'achat, tout passe par là et tout paye de l'impôt ailleurs qu'en France. Donc, personnellement, je crois qu'on peut maintenir notre amendement et qu'il faut définir le cas spécifique parce que de plus en plus massif de ces plateformes d'achat, groupements d'achat et autres, tels que prévoit cet amendement.
Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix Madame Goulet pour explication de vote. Une minute, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste sur le principe des prix de transfert. Parce que quand même, bien sûr, il y a une mission OCDE qui a été votée pour pouvoir renégocier les prix de transfert. On a en plus un service de Bercy qui suggère aux entreprises d'aller quand même faire valider pour que ce soit opposable les prix de transfert. Mais enfin, les prix de transfert, c'est presque 80% du commerce mondial, et c'est quand même la source de fraude. C'est quand même la source de toutes les fraudes. Donc, je crois que c'est un vrai sujet sur lequel il faut pas mégoter en ce qui concerne ni le temps, ni les moyens, ni les outils. L'année dernière, je crois qu'il y avait 54 entreprises qui ont été faire valider leur prix de transfert avant de les appliquer. C'est quand même relativement peu compte tenu du volume du commerce. Encore une fois, les prix de transfert, c'est 80% du commerce mondial. Donc, moi, je trouve que sur ce sujet, on devrait y passer plus de temps et probablement vérifier les outils. Mais moi, je voterai aussi cet amendement par principe parce que ça fait partie des BEPS et ça fait partie des sujets qu'on a identifiés dans plusieurs commissions d'enquête ici. Donc, c'est un amendement que je voterai par principe. Savary pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, moi aussi, je soutiendrai les explications de Madame Lienemann. Je les partage, quoi. On constate, on sait, on en parle, on en entend tous parler, et puis finalement, on apprend qu'il y a un tas de dispositifs, mais rien ne se fait. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je rappelle que c'est un problème un peu d'équité. Il y a quelques minutes, nous parlions du petit commerce. On met sur pied les tiroirs-caisses très particuliers pour éviter justement la fraude. Donc, on s'en prend justement aux petits commerces susceptibles de frauder, et quand il y a le problème de cette problématique à grande échéance, on nous dit que tout existe mais que rien n'est fait finalement. C'est la raison pour laquelle il me semble tout à fait important de persévérer, puisque le rapporteur général est favorable. C'est sans état d'âme que je me rallie à cet amendement. Merci, Monsieur Bazin pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je voterai cet amendement comme j'ai voté celui sur les GAFA. J'ai bien compris que c'est techniquement très compliqué, que ça méritera certainement qu'on ait des débats techniques approfondis avec toutes les explications fournies par les experts nécessaires. Mais nous sommes une assemblée politique. Nous sommes là pour envoyer des messages politiques. Et de même que nous avons envoyé un message sur les GAFA à l'instant, je pense que sur ces questions de centrale d'achat, il nous faut envoyer le même message. Ensuite, nous serons ouverts à travailler techniquement, bien sûr, pour peaufiner et améliorer en tant que de besoin toutes ces dispositions. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix tout d'abord le 323 rectifié. Les deux amendements ne sont pas strictement identiques, donc je vais les mettre tous les deux aux voix. Ils ont le même objet, mais... Donc, le 323 rectifié, avec un avis favorable de la Commission, une demande de retrait du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 248 rectifié tombe et il est satisfait, donc il tombe. Donc, on peut enchaîner avec l'article 46 quater. Qui est pour cet article? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'article 46 quinquies. Même vote? Même vote pour le quinquies, même vote pour le sexies. Même vote pour le septies. Après le septies, le 46 septies, un amendement 298 rectifié, Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La France est un paradis fiscal. Bien entendu, pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui investissent via le Qatar, c'est effectivement le cas. Si vous investissez via le Qatar, vous ne payez pas d'impôt sur la fortune, par exemple. Si vous êtes résident du Qatar, vous ne payez aucun impôt sur la fortune et demain, vous ne paierez pas d'impôt sur la fortune immobilière. Ce n'est pas logique et je ne pense pas qu'on puisse simplement se contenter du fait que, puisqu'il y a une convention fiscale bilatérale qui établit cette discrimination, qu'elle doit rester à jamais. C'est la raison pour laquelle je demande à ce que le gouvernement, par cet amendement, je demande à ce que le gouvernement nous présente un rapport sur l'ensemble des
discrimination face à l'impôt, des inégalités face à l'impôt que font naître les conventions fiscales bilatérales. C'est donc l'objet de cet amendement. Nous ne pouvons pas dénoncer par la loi des conventions fiscales, mais je dois constater qu'en particulier avec le Qatar, l'amendement de 2009 introduit un certain nombre d'avantages qu'on a, à l'époque, le gouvernement a justifié en disant qu'il fallait que la France soit attractive vis-à-vis de ceux qui pouvaient investir. Bon, on pouvait être d'accord, on pouvait être contre, mais à partir du moment où, en particulier cette année, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour être attractif, quelle que soit l'origine des capitaux, il me semble que ces discriminations favorables à un certain nombre de pays qui avaient fait l'objet de discriminations positives auparavant devraient être supprimées. Le président de la République s'était engagé à ça dans la campagne. Pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai interrogé le gouvernement lors de la première partie du budget sur cette question sans avoir de réponse. Donc cet amendement, Monsieur le Ministre, a vocation à connaître la position du gouvernement sur ces sujets, et en particulier sur ces conventions fiscales bilatérales, et sur le souhait ou non du gouvernement de les voir durer. Collègues, monsieur le rapporteur. Je pense que la question s'adresse plus au gouvernement et réellement la question de notre collègue Lecomte. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs. Le pauvre Français qui a un appartement, une résidence principale à Paris va payer l'IFI demain et le Qatari sera totalement exonéré. Donc ça pose des questions, en effet. Voilà. Certaines dispositions des conventions fiscales devront d'ailleurs être modifiées suite à la modification des standards de l'OCDE. C'est ce que nous avait confirmé d'ailleurs Pascal Saint-Amand. Bon, au-delà, peut-être que le gouvernement peut s'expliquer sur cette demande, la sagesse. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Sur la demande de rapport, précisément, nous avons une interrogation sur l'utilité du rapport et je livre la nature de l'interrogation. Un rapport de même nature que celui que vous demandez a été remis au Parlement en 2015 en application de la loi de finances rectificative de 2014, notamment sur les dispositifs d'exonération immobilier dans le cadre des conventions bilatérales. Depuis la remise de ce rapport en 2015, aucun nouveau dispositif n'a été adopté par la France à l'occasion de quelconque convention bilatérale. Donc dans la mesure où les dispositifs existants ont été recensés par le rapport 2015, nous nous interrogeons sur l'opportunité qu'il y a de rédiger un rapport aujourd'hui alors qu'il n'y a pas eu de nouveau dispositif. C'est la raison pour laquelle c'est un avis un peu perplexe sur la demande de rapport. Je pourrais dire un avis de sagesse, mais sur le fond, vous comprendrez, monsieur le sénateur, que cela relève aussi de discussions diplomatiques et que je serais certainement bien mal inspiré de prendre le risque de vous livrer une position que je ne connais pas. Et quand je ne sais pas, je préfère me taire. Merci. Il est maintenu. L'amendement est maintenu. Écoutez, je vais le maintenir d'abord parce que effectivement, le rapport de 2015 signalait que c'était de l'ordre de 100 millions d'euros que la France perdait compte tenu des dispositions particulières qui étaient faites vis-à-vis du Qatar, qui étaient prises vis-à-vis du Qatar. Donc, à partir de là, il me semble que, compte tenu des nouvelles dispositions qui ont été prises, en particulier cette année, et des évolutions en matière fiscale que ce PLF met en place, la demande de rapport est tout à fait justifiée. Mais le fait est aussi qu'il faudrait que le gouvernement confirme ou non sa volonté de respecter les engagements que le président de la République a pris pendant la campagne sur cette question. Il est maintenu, l'amendement. Merci, chers collègues. Je le mets aux voix, le 298 rectifié, avec une demande d'avis du gouvernement de la part de la Commission, un avis de sagesse plutôt défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Nous poursuivons avec l'article 47. Qui est pour l'article 47? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 47 bis, l'amendement 673, Madame Lavarde. Oui, Monsieur le Ministre. Mercredi 6 décembre, dans ce même hémicycle, à l'occasion de l'étude des crédits de la mission Crédits non répartis, vous êtes revenu sur la prime de compensation de la hausse de la CSG pour les agents publics.
Je vous cite. Depuis le 30 novembre dernier, le Conseil national des normes a été saisi d'un décret permettant l'abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 à 9,9 %. Ainsi, d'un point de vue macroéconomique, l'intégralité des coûts liés à la mesure de la CSG seront compensés et les employeurs seront en mesure de la compenser pour chacun des agents. Vous avez dit d'un point de vue macroéconomique. Je vous cite à nouveau. À l'Assemblée nationale, le 16 novembre dernier, vous posiez la question suivante au ministre Gérald Darmanin. Mais, au niveau microéconomique, pouvez-vous nous garantir la neutralité de l'augmentation de la CSG pour les employeurs, comme vous souhaitez la garantir pour l'ensemble des fonctionnaires touchés par cette mesure? Là est bien important, le mot microéconomique, puisque je vais vous donner quelques exemples. Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine et payé à l'indice majoré 320, la perte pour la collectivité est de 9,23 € par mois. Pour un agent titulaire effectuant plus de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 360, la collectivité gagne 10,17 € par mois. Pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 320, la collectivité perd 25,04 € par mois. Pour un agent contractuel ou un agent titulaire à temps non complet effectuant moins de 28 heures par semaine, payé à l'indice majoré 360, la perte est de 0,86 € par mois. Vous comprenez bien, Monsieur le Ministre, qu'avec l'article 47 bis tel qu'il nous est proposé, il existe, suivant la structure d'emploi de la collectivité, des collectivités perdantes et des collectivités gagnantes. Donc je vous entends bien qu'au niveau macroéconomique, la compensation est là. Par contre, au niveau microéconomique, elle introduit des distorsions importantes entre collectivités. Donc la suppression de cet article n'est pas tant pour retirer la compensation vis-à-vis des collectivités, que bien sûr nous appelons de nos vœux, mais plutôt pour vous laisser le temps, dans le cours de la navette, de proposer un mécanisme qui soit équitable pour l'ensemble des collectivités. Et pourquoi pas n'avoir adopté quelque chose de simple, comme un titre de remboursement émis par les collectivités? Merci, monsieur le rapporteur. L'avis de la commission. L'avis de la commission est dans la question de Christine Lavarde. Voilà. Une compensation de la CSG qui est de manière macro intégrale, nous dit-on. Après, collectivité par collectivité, la question, je pose la même question. Est-ce que collectivité par collectivité, on va tenir compte des différents temps de travail, des emplois partiels, des catégories d'emplois? Et en clair, est-ce qu'il y aura une disposition réglementaire qui concernera chaque hôpital, chaque commune et qui permettra de compenser en fonction des différentes situations qui sont très diverses? Voilà, parce que évidemment, comme vous avez vu, l'impact de la hausse de la CSG n'est pas la même selon les différentes situations qui ont été décrites à l'instant par notre collègue. Voilà, la question est alors si c'est soit vous allez nous rassurer, Monsieur le Ministre, si vous ne nous rassurez pas, l'amendement est un peu brutal, mais au moins il a le sens il a le mérite de poser la question de manière très précise. Si, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pressens que ma capacité à rassurer Monsieur le rapporteur général va être assez limitée sur cet amendement, mais en réponse à l'amendement qui a été présenté, d'abord vous dire, Madame la sénatrice, que je ne retire rien aux interrogations qui avaient été les miennes et qu'effectivement, je vous confirme que la compensation est macro. Elle est macro parce que la possibilité d'une compensation absolument parfaite pour l'intégralité des employeurs, des dizaines de milliers d'employeurs publics concernés par cette disposition, amènerait à la création d'une espèce d'usine à gaz, si vous me permettez cette expression, qui serait particulièrement difficile à gérer. Il faut ajouter au fait que le projet de loi de finances prévoit 290,5 millions d'euros pour la prime, prévoit, non pas dans ces dispositions, mais que le gouvernement prévoit et a présenté au Conseil national d'évaluation des normes un projet de décret permettant l'abaissement de la cotisation employeur maladie de 11,5 à 9,9 %. Le fait aussi qu'en première année, en tout cas, le report des mesures PPCR permet de libérer 200 millions d'euros d'économies pour les mêmes collectivités. Donc je confirme ce que j'ai dit, nous ne sommes évidemment pas favorables à la suppression. J'entends votre argument quand vous dites que la suppression n'a pas vocation à supprimer la compensation, mais à maintenir le débat en navette. Je note cependant qu'il n'y a pas véritablement de mesure alternative à la suppression que vous proposez. Donc pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable. Le gouvernement a pris l'engagement qu'il y aurait une compensation intégrale pour chacun des agents. Il sera pris, qu'il y aura une compensation pour l'ensemble des employeurs, mais je le répète, la compensation est macro. Je note aussi, si vous me permettez, que les exemples que vous avez cités et les chiffres que vous avez avancés montrent aussi que l'on est dans l'ordre de sommes relativement marginales par rapport au coût salarial total. Merci, Monsieur le Ministre. Donc je mets aux voix l'amendement 673. Pardon, Madame Lavarde, pour explication de vote.
Oui, peut-être pour reprendre la parole, parce que quand j'entends que le ministre indique un coût de 25 € par mois pour un agent non titulaire effectuant moins de 28 heures par semaine, agent qui se trouve majoritairement dans les petites communes rurales, 25 € multipliés par 12 pour peu qu'il y ait 3 ou 4 agents dans ce cas-là, ça devient des sommes qui ne sont pas non significative. Donc aujourd'hui, vous nous décrivez une usine à gaz en parlant des solutions qui ont pu vous être proposées par des associations d'élus locaux, comme par exemple l'émission d'un titre de recette par chacune des collectivités, alors même que vous demandez en 2019 à ces mêmes collectivités de pouvoir être en mesure d'appliquer le prélèvement à la source sur les mêmes agents, donc avec une volumétrie encore plus importante en termes de titres. Donc pour ces raisons-là, je maintiens cet amendement. Merci, chers collègues. Monsieur Savary, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame Lavarde est redoutable dans ses arguments et moi je suis convaincu par ce qu'elle dit. C'est une question, Monsieur le Ministre, de confiance avec les collectivités locales. Vous essayez d'établir des rapports bien particuliers. Or, à chaque fois, quand il s'agit d'argent, il n'y a pas d'article 40 pour les collectivités locales et c'est à chaque fois elles qui sont mises à contribution. Moi, ça me rappelle quand il y avait la compensation pour les départements, pour les bénéficiaires de RSA, et puis le gouvernement prend la décision d'augmenter de 2% ces 10 bénéficiaires sur le compte des départements. En ce qui concerne l'ensemble de la fonction publique, un coup, il y a le gel d'indice, un coup, on met sur pied un nouveau dispositif, et il s'applique, bien sûr, à la fonction publique territoriale sur le compte des collectivités territoriales. C'est pas comme ça qu'on va bâtir des relations de confiance. Je pense qu'il peut y avoir des discussions. Donc la garantie d'une compensation micro-économique pour chacune des collectivités eût été, me semble-t-il, le meilleur gage de confiance que l'on pouvait donner aux collectivités locales. C'est pour ça que moi je tendance à rejoindre cet amendement, certes radical, mais qui pose bien le problème de contrat de confiance qu'il est nécessaire d'élaborer entre collectivités locales et gouvernement. Merci, chers collègues. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi j'ai juste un conseil en relisant l'amendement. L'idée du titre de recette, je ne suis pas certain que ça soit une très bonne idée, notamment pour les collectivités qui vont devoir signer un contrat avec l'État en s'engageant sur une baisse de la dépense. Il vaudrait mieux voir la masse salariale baisser à du concurrence. Alors je comprends bien les problèmes que ça pose pour que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité, mais l'idée de maintenir et puis d'avoir le titre de recette, c'est pas bon du tout par rapport au contrat d'objectif que les collectivités vont être obligées de signer. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'amendement. Pardon, monsieur le rapporteur. Si j'ai bien compris, cet amendement est un amendement un peu radical, c'est un amendement d'appel. C'est pas pour que les fonctionnaires considèrent qu'ils ne sont pas compensés. Simplement, il faudrait que le gouvernement nous trouve une solution de compensation intégrale, ad hoc, précise. Et donc, faute d'avoir une réponse aujourd'hui, je pense que le Sénat s'apprête à voter une mesure qui est certes un peu radicale, mais que je conçois et qu'on entend bien comme un amendement d'appel à une solution plus forte. Sinon, si on le vote, on va en effet améliorer significativement encore le solde. Bientôt, l'article équilibre, on va rendre de l'argent, je ne sais pas comment on va faire, les déficits. Voilà, donc bon, uniquement dans cet esprit que je pense qu'il peut être adopté, parce que la réponse à ce stade n'est pas satisfaisante. Merci, monsieur le rapporteur. Donc l'amendement 673 avec un avis favorable du coup de la commission, du rapporteur, un avis de sagesse. Sagesse, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc l'article est supprimé et donc l'amendement du gouvernement tombe. Voilà donc pour la suite des débats autour du projet de loi de finances 2018. Hier, les sénateurs ont adopté un amendement d'Amérique de Montgolfier, le rapporteur général du budget, qui prolonge le délai de carence des fonctionnaires de 1 à 3 jours. Et puis parallèlement, les sénateurs ont diminué la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires. Cette hausse, eh bien, elle devait être compensée par 2 mécanismes. Les sénateurs ont adopté un amendement qui supprime un de ces 2 mécanismes. Je vous rappelle bien sûr que le vote solennel sur l'ensemble du budget aura lieu cet après-midi. Vous pourrez le suivre bien sûr sur notre antenne. Et puis vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.